Face à l'actualité, toute l'actualité, c'est sur Tambour Matin. Bonjour à tous et bienvenue dans Face à l'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est-il incompétent? Est-il un jouisseur autant que la plupart des caciques de l'Union sacrée de la nation, les dirigeants de ce pays? Le président Tshisekedi est-il vraiment un danger à la tête de la RDC? C'est en tout cas ce que pense Jean-Marc Kabound, c'est lui qui était il y a encore quelques mois bras droit de Félix Tshisekedi et l'un des piliers majeurs de ce régime depuis les basculements de la majorité présidentielle ou encore depuis l'alternance pacifique tout simplement intervenue en 2019 entre Joseph Kabila et l'actuel chef de l'État. Ces déclarations de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale ont suscité diverses réactions au sein de l'opinion nationale. Beaucoup de passion, beaucoup d'émoi, beaucoup de colère, mais également beaucoup d'interrogations aussi. Nous avons suivi les réactions des part et d'autre et elles continuent de pleuvoir. Pour le compte de ce numéro de Face à l'actualité, nous allons prendre la réaction d'un jeune analyste politique. Il s'agit de Rufin Mwepu. Il est président de la génération Ngokas, génération Alphonse Ngoï Kassanji, tout simplement. Il est membre de la Ligue nationale des jeunes de l'ACDD, parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation. Avec lui, nous allons parler de ces déclarations fortes de Jean-Marc Kabound, mais aussi de tant d'autres sujets d'actualité, notamment l'agression de la RDC dans sa partie Est par le Rwanda via le M23. Mais nous n'allons pas oublier de parler de notre Kasaï oriental que nous chérissons tant, cette province du centre du pays, qui est peut-être en train de voir un brin de lumière. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Bienvenue également à M. Rufin. Merci Hassan. Merci d'accepter de répondre aux questions de Face à l'actualité. C'est moi qui vous remercie de m'avoir honoré en participant à l'émergence de Tambour Matin. Vous permettrez que je vous jette des fleurs, puisque nous avons vu naître ces grands projets. Aujourd'hui, en tant que jeunes, nous sommes fiers de voir un de nous, vous, Arsène, émerger dans le domaine des médias. Et je souhaite bon vent à Tambour Matin. Merci beaucoup. Je vous ai présenté tout à l'heure comme coordonnateur national de la génération Ngokas. Pourtant, on a cru entendre que vous n'êtes plus avec Alphonse Ngoï Kassanji. Le divorce n'a-t-il pas été scellé entre vous et celui que l'on a considéré comme, s'il l'est toujours, comme votre leader naturel? Bien au-delà d'être mon leader politique, l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji est un père pour moi, un second père. Et ça, je l'ai dit pour diverses raisons. Et moi, je continue à croire, et peut-être je vais informer l'opinion que la personne qui va nous séparer qui va me séparer avec l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji n'est certainement pas encore née. Donc, là, on est en politique, hein, parce qu'en politique, les choses vont parfois très vite. On a vu les alliés d'hier. On ne savait pas qu'un jour Kabound pouvait critiquer Tshisekedi. Et donc, lorsque vous dites ça, est-ce que vous ne prenez pas un peu à la légère les réalités politiques? Non, mais ce n'est pas puisque nous sommes devant de telles évidences que moi je vais changer ce qui est pourtant vrai, ce qui est pourtant ma vie. Donc oui, l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji est un père pour moi. C'est vrai qu'en politique, il y a des gens qui, pour certaines raisons, reviennent à ce qu'ils ont dit hier. Mais ça reste vrai que l'honorable Ngoï Kassanji est un père pour moi, il le reste. Et donc vous n'êtes pas séparés? Je n'ai jamais pensé à ça. Mais pourtant, on l'a quand même entendu, on l'a lu sur les réseaux sociaux. Ça n'allait plus parce que vous n'avez pas été désigné comme ministre, parce que Alphonse Ngoï Kassanji étant le ténor de l'Union sacrée, hein, enfin les partis qui sont partis du FCC, ici au Kasaï oriental, a proposé un certain nombre de personnes au sein du gouvernement qui ont été nommées ministres. On attendait quand même votre nom, il n'est pas sorti. Et qu'après, on a appris qu'il y avait des frustrations et que la porte de sortie, vous étiez grandement ouverte. Merci, cher Arsène. Je suis flatté d'entendre de la bouche d'un grand journaliste comme vous de dire que mon nom était attendu.
Ça veut dire que je suis ministrable, selon vos analyses, et ça me flatte. Mais je dois vous dire ici que je ne suis pas aux côtés de l'honorable Alphonse Mweka-Sanji avec un projet de devenir ministre, encore moins ministre provincial. Nous sommes à côté d'un grand leader, un grand homme politique de ce pays. Moi, je l'ai dit, je suis auteur d'une phrase devenue célèbre, l'égoïsme est une école. Et en disant cela, j'invite les jeunes à s'approprier dans la mesure du possible les valeurs qu'incarne l'honorable Alphonse Mweka-Sanji. Vous savez, l'honorable Alphonse Mweka-Sanji, c'est un homme très ambitieux. C'est un homme très ambitieux et qui n'hésite pas, même là où le paramètre ordinaire montre que c'est facile, parfois il affronte et très souvent, il gagne toujours à la fin. D'où même lui est venu le surnom de Tchobèche. Donc, moi, en tant que fils idéologique de l'honorable Alphonse Mweka-Sanji, je ne peux que copier ce que j'ai vu mon père faire. Ça veut dire être aussi ambitieux à mon niveau. Oui, c'était un père très ouvert, un père qui a une oreille toujours disposée pour nous qui sommes à ses côtés. Effectivement que nous ne nous empêchons pas de temps en temps de lui dire ce que nous espérons, ce que nous comptons aussi apporter à ses côtés. Je ne confirme pas ici que j'étais candidat à ministre provincial, mais je réponds à la question de dire que les ambitions aux côtés d'un leader comme Alphonse Mweka-Sanji, on doit les avoir, puisque nous sommes appelés, n'est-ce pas, à faire un jour ce que nous apprenons à ses côtés. Et pour ce qui est de ma part, à aucun moment, les portes de sortie m'ont été ouvertes à ses côtés. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui doit ouvrir des portes d'entrée et de sortie aux côtés de l'honorable Mweka-Sanji, j'en suis un ou j'en fais partie. Et qu'est-ce que vous pensez des ministres qui ont été présentés par lui-même, Alphonse Mweka-Sanji, qui ont été nommés? Je parle de Mme Delors Kaleta, qui a été nommée, qui a hérité d'un portefeuille très important. Le budget, le plan et l'aménagement du territoire. Elle va notamment gérer le projet des 145 territoires. Ça, c'est d'un côté. Il y a ensuite aussi le ministre de l'Éducation, M. Kapiamba, qui, lui, est de la JDS, Delors et de la CDD. Les deux partis appartiennent à Alphonse Mweka-Sanji. Qu'est-ce que vous pensez de leur profil? Oui, n'avez-vous pas été déçu à l'interne de ces choix? D'abord, j'aimerais ici souligner une chose. L'honorable Alphonse Mweka-Sanji est un homme démocrate. C'est quelqu'un qui ne prend pas des décisions à la potentat, ce n'est pas un dictateur. Et nos excellences qui ont été proposées à son excellence, monsieur le gouverneur, l'ont été au nom de nos deux partis. Pas au nom de l'honorable Alphonse Mweka-Sanji en tant qu'individu ou en tant qu'acteur politique. Donc le bureau de nos différents partis ont eu à travailler, ont eu à étudier les dossiers des différents ambitieux et ont retenu le nom de ces vaillants camarades, l'excellence Kaleta et l'excellence ministre du Travail. Donc, ce sont de personnes qui ont été retenues à la suite de séances de travail sérieuses. Donc, je pense qu'ils vont faire un bon travail. Vous êtes toujours de la CDD? Certainement. On vous voit rarement arborer les couleurs du parti, dans les manifestations du parti, on vous voit très rarement. Non, mais peut-être pour des activités qui se déroulent ici à Mbuji-Mayi. Mais à Kinshasa où je suis toujours à la première ligne lorsqu'il faut descendre du spectacle. Parce que nous avons parlé tout à l'heure du gouvernement Mathias Machabidi qui vient d'être investi, qui n'a un mois de travail. Quelle chance lui accorder? Vous avez été de ceux qui ont critiqué de manière objective, mais assez sévèrement, la gestion du gouverneur, de l'ancien gouverneur Jean-Moïse Monteba. On a un nouveau gouverneur qui va avoir 18 mois ou 2 ans à la tête du Kasaï oriental avant les prochaines élections. Quelle chance lui accordez-vous face aux défis de la province?
Oui. En ce qui concerne le gouverneur honoraire, l'ancien gouverneur Maouéja, non seulement nous avons fustigé sa gestion, mais bien avant, nous avons même alerté du danger qui présentait sa candidature pour ce poste-là. Nous frottons les mains puisque au moins l'histoire nous a donné raison. Et avec le gouverneur Mathias, en tant que patriote, mais surtout en tant que jeune Kassaïen, je ne peux que souhaiter le meilleur à son gouvernement. D'autant plus que c'est un gouvernement de coalition. Donc c'est aujourd'hui une affaire de tous puisque nous serons... Une coalition à laquelle vous appartenez, un gouvernement où vous êtes. Hein? Nous serons concernés par ce qui pourrait être concerné d'une manière ou d'une autre, bien sûr, par ce qui pourrait être le bilan du gouverneur Mathias. Donc pour moi, je souhaite tout le meilleur. Surtout, c'est important, moi je le félicite dans l'entretemps, puisque je l'ai vu approcher ceux qui ont été là avant lui, notamment l'honorable Alphonse Ngouéka-Sanji, qui est une glace à moi pour cette province. Donc, avec cette attitude-là, je pense qu'il va relever les défis qui sont les siens. Le Kasaï oriental est un chantier, un très grand chantier. Je crois que la dernière fois que vous êtes passé ici, vous avez laissé une autre image de la province que celle que vous avez vue aujourd'hui. Il y a des travaux un peu partout, dans le cadre du projet Tchilé-Gelou d'un côté. De l'autre côté, le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. C'est dire que les deux projets sont pilotés et patronnés par le président de la République lui-même. Après son passage, tous ces projets ont pris un coup d'accélérateur. Quel regard portez-vous sur tous ces chantiers, sur tous ces travaux? Je me réjouis quand même de certains chantiers effectivement que j'ai eu personnellement à visiter. Ça augure un lendemain meilleur pour la province. Mais en même temps, je continue aussi à interpeller notre population sur la vigilance qu'elle doit développer sur comment ces travaux sont en train de s'effectuer. Effectivement, qu'on a vu cet élan s'intensifier après le passage du président de la République, mais aussi des différentes interventions de l'honorable Alphonse Ngouéka-Sanji qui n'a cessé d'alerter sur des actes de magouille, des actes d'ingérence et même de mégestion de ces projets. Donc aujourd'hui qu'il y a une certaine sérieuxité qui s'observe dans l'exécution de ces travaux, nous nous réjouissons pour ça. Alphonse Ngouéka-Sanji, avant de passer vraiment à autre chose, ce n'est qu'une introduction. Non, on peut parler de lui si vous voulez toute l'émission. Il n'est pas le sujet de l'émission, mais vous venez encore de le citer. Vous êtes parmi de ceux qui le regardaient et le comptaient comme parmi les meilleurs parlementaires de cette législature. Nous avons lu des sondages qui ont été publiés par certaines maisons, les plébiscitant même comme étant les meilleurs des meilleurs de cette législature. Une opinion pense que ce ne sont que des sondages commandés et des déclarations de flatterie, comme on sait que c'est un homme très généreux. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des indicateurs qui peuvent prouver que Ngouéka-Sanji est parmi les meilleurs parlementaires de cette législature? Oui, moi je ne suis pas parmi ceux qui pensaient, parce que vous avez parlé, je suis de ceux qui ont la conviction, qui l'ont aussi dit clairement. Qui continuent à le dire. Okay. Qui continuent à le dire que l'honorable Alphonse Ngouéka-Sanji est le meilleur parlementaire pour cette législature. Et c'est un constat qui se justifie par plusieurs arguments. Vous savez, puisque j'ai quand même l'avantage de suivre de près Kinshasa où nous sommes, nous ne ratons pas l'occasion de l'accompagner même dans certaines séances plénières. L'honorable Alphonse Ngouéka-Sanji est parmi les députés qui sont toujours attentifs surtout à des situations qui bloquent ou dérangent le chef de l'État dans l'exécution de sa vision. Parce que vous savez, l'exécutif, pour mieux mener son action,
se base sur nos lois. Vous vous souviendrez, à une époque ici, nous avons tous fustigé des motions en cascade contre des présidents des assemblées provinciales, même de gouverneurs de province, ce qui a, d'une certaine manière, déstabilisé notre pays, puisqu'on on en était arrivé à 2 ou 3 provinces avec des gouverneurs élus, partout c'était des intérimaires. Donc le président de la République avait, lors d'un discours, demandé à ce que la situation de l'exercice des motions parlementaires soit révisitée. Et l'honorable Ngoi Kassanji avait à l'époque initié une proposition de loi modifiant et complétant la loi sur la libre administration de province, une proposition qui continue à être logée dans le tiroir du bureau de l'Assemblée nationale. Pourtant, cette proposition avait le mérite de verrouiller ou sinon en tout cas de fructifier l'exercice du droit des motions, surtout des motions de défiance contre les dirigeants des provinces ou des assemblées provinciales. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est que l'honorable Alphonse Ngoi Kassanji, comprenant que les soucis du chef de l'État est d'arranger les sociales du peuple, comme lui-même l'a dit, le peuple d'abord, a initié une proposition de loi sur la protection des enfants en difficulté, des enfants vulnérables. Aujourd'hui, cette proposition n'a jamais été alignée. Il existe une autre loi sur la protection de l'enfant. Oui, mais cette loi... Ça ne serait pas une double législation sur une matière? Pas du tout. D'ailleurs, la proposition de l'honorable Alphonse Ngoi Kassanji vient mettre de l'ordre dans les secteurs. Puisque la loi sur la protection de l'enfant, c'est une loi pour nous, des juristes, généralistes. Pourtant, il faut, de façon précise, réguler les secteurs, réguler la situation de l'enfant en difficulté ou de l'enfant vulnérable. Puisqu'aujourd'hui, qui t'a apporté des amendements à la loi existante. Mais c'est justement ça le travail de différentes législatures. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas se dire qu'il y a des secteurs qui n'ont jamais été régulés par notre pays. Mais par contre, il y a des lois qui doivent être soit actualisées, soit revues. Et c'est ça le travail de parlementaire. Donc l'honorable, aujourd'hui, il y a une proposition de loi sur l'ordre des ingénieurs. Je peux vous citer autant de propositions de loi qui chôment au bureau de l'Assemblée. Ne parlons pas des actions de contrôle contre le membre du gouvernement ou contre le mandataire public. Vous avez vu ici avec les dossiers Chile Gelo, puisque vous en avez parlé, l'honorable Ngoi Kassanji, j'avais interpellé les DG de la FPI, du FPI. L'honorable Ngoi Kassanji a interpellé il y a peu les ministres des Sports, avant même qu'on en arrive, puisque vous êtes aussi un grand sportif, avant même qu'on en arrive à l'élimination, à la rupture du contrat avec l'ancien sélectionneur, tout à fait, une rupture qui a coûté au Trésor public, l'honorable l'a alerté à son temps. Donc, il y a des évidences. Aujourd'hui, nous voyageons comme nous voulons. L'honorable Ngoi Kassanji mène une action intense au niveau du Parlement. Encore est-il que beaucoup de ce qui se passe là-bas n'est pas, en tout cas, vulgarisé, médiatisé. Mais nous qui sommes sur place, nous vous disons que c'est le meilleur député. Des structures comme Congo Yassika, qui est quand même une structure qui a une certaine crédibilité, une certaine notoriété, arrive à les publiciter à ce titre-là. On ne va pas dire que l'honorable a le moyen de corrompre tout le monde ou de faire la générosité à tout le monde. Donc il faut aujourd'hui accepter ce qui est une évidence, c'est que c'est le meilleur parlementaire. Rufin, nous poursuivons cet entretien et après cette longue introduction qui m'a pourtant plu, puisque au moins ça m'a permis de dire à l'opinion, à la population du Kasaï oriental, combien leur élu est en train de faire le travail pour lequel ils l'ont envoyé à l'hémicycle. Et cette introduction, cette longue introduction nous permet d'aborder les sujets que nous avons présentés dans le sommaire, ou les titres de cette émission.
celui de la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, parce que c'est l'actualité et que vous êtes parmi les jeunes fers de lance de l'Union sacrée de la Nation. Nous vous suivons de près, hein, toutes vos interventions sur les télévisions de Kinshasa, et nous vous en félicitons d'ailleurs, parce que dans l'entretemps aussi, c'est la voix de la jeunesse escasséenne qui est portée, parce qu'il y a beaucoup de clichés sur la province, il faut le reconnaître, avec les Wewa, avec l'exode rural. On pense que rien de bon ne peut sortir de Nazareth ou je sais pas, de Mbujimaï. Ouais. Sinon, félicitations. Merci beaucoup. Jean-Marc Kabound, qui a été il y a encore quelques mois l'un des piliers du régime Félix Tshisekedi, vient de quitter la barque et la manière la plus dure possible. D'abord radié de l'UDPS, après le scandale garde républicaine et tout. Il a pris son temps, quelques mois, pour réfléchir sur sa situation et pour préparer ce qu'il devrait dire à l'opinion. Et que toute la semaine qui s'est achevée, il a monopolisé l'opinion publique après avoir traité le président d'incompétent, des jouisseurs et même des dangers à la tête du pays. Il est même allé loin en accusant le régime de Félix Tshisekedi de détournements spectaculaires à tel point que des espèces sonnantes, ce sont ces expressions, et des centaines de millions de dollars partent. Je m'imagine que c'est dans des cartons bien scellés, dans des jets privés, vers des paradis fiscaux. Et l'opinion a été partagée par rapport à ces propos. Vous êtes de quel côté? De ceux qui pensent ayant été parmi les mouvanciers, entre guillemets, parmi les gestionnaires du pays, lorsque un poisson vous dit qu'il y a un crocodile dans l'eau, il faut certainement le croire parce qu'il lui vient de l'eau. Est-ce que vous êtes de cette obédience ou vous pensez que c'est un aigri, c'est un frustré, comme l'a allégué notamment Augustin Kabouya, Peter Kazadi et même Alphonse Ngoï Kassange? Merci, cher Arsène. Vous savez, la déclaration de l'honorable Jean-Marc Kabound, encore faut-il se demander s'il faut continuer à l'appeler honorable. Mais il est député national et élu par les peuples. Moi, en républicain, je continue à lui accorder un bénéfice de doute par rapport à l'honneur qu'on doit l'accorder. Mais vous savez, ces déclarations ne sont que l'expression d'un homme frustré, l'expression d'un acteur politique impatient. C'est l'expression de quelqu'un qui, à un moment donné, a cru qu'il était le sauveur alors qu'il n'était qu'un ange. L'honorable Kabound, dans sa sortie ratée, a par contre, en ce qui me concerne, montré à l'opinion qu'elle n'a rien à attendre de lui. Puisque j'aurais souhaité qu'après tout le temps que l'honorable Kabound a passé après des incidents qui sont survenus, j'aurais aimé que l'honorable Kabound sorte et dise des choses qui sont dignes d'être écoutées. Montre quand même les raisons de son départ. Il l'a montré. Il a dit qu'il était un opposant au sein du régime, qu'il était malheureux dans ce régime parce qu'à plusieurs reprises, il a rappelé le président aux principes démocratiques pour lesquels ils se sont battus pendant 37 ans. Ça, il a dit. Vous savez, vous-même vous l'avez dit, la configuration actuelle de l'Union sacrée, donc du système de pouvoir de l'Union sacrée, a été constituée peut-être à 80% avec une participation déterminante de l'honorable Kabound. Que ce soit en ce qui concerne la composition du gouvernement de la République, que ce soit en ce qui concerne les mises en place au niveau des institutions judiciaires, partout, l'honorable Kabound n'a laissé aucune occasion à l'échapper. Il ne suffit que d'entendre aujourd'hui comment les langues se sont déliées à l'UDPS. Donc aujourd'hui, M. Kabound, l'honorable Kabound, ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Nous, en droit, on dit ça comme ça. Puisqu'il est l'artisan de ce qu'il prétend fustiger aujourd'hui. Et il ne peut pas considérer que tous les pays, tous les Congolais sont dupes
qu'ils vont écouter l'honorable Kabound, qu'aujourd'hui, puisqu'il a perdu tout ce qu'il avait comme avantage, on aurait aimé que l'honorable Kabound, qui était d'ailleurs, qui s'asseyait à la tribune de l'Assemblée nationale, donc il n'avait pas besoin de demander la parole de loin là-bas, où viennent les honorables Ngoï Kassange et les autres, mais il pouvait du haut de sa chaise, du premier vice-président de l'Assemblée, dire ça aux Congolais. Il dit, je suis ici, assis vice-premier président, mais je vous informe, chers compatriotes, que nous avons un danger au sommet de l'État. Moi, personnellement, je l'aurais cru. Mais à attendre qu'il perde ce siège-là, attendre qu'il perde des honneurs en tant que président de l'UDPS pour nous sortir ce que lui-même a concocté avec le simple but de salir à l'image du président de la République. Non seulement ça montre son insuffisance en ce qui concerne des valeurs républicaines, mais ça montre aussi que ce n'est pas un homme d'État digne de fonctions qu'il a eu même à occuper dans ce pays. Parce parle d'incompétence, il parle de jouissance. Est-ce que le président est compétent? Alors, le président Tshisekedi est-il compétent? Que là, l'impression que nous avons, vous de l'Union sacrée, avec l'UDPS en tête, vous vous attaquez à la forme. C'est vrai que Kabound a été très dur, mais les faits qu'il a allégués, pourquoi vous n'apportez pas des éléments contraires? Voilà, dans le fond, ça veut dire que le président de la République est incompétent puisqu'il a trouvé que dans ces pays, il y avait la gratuité de l'enseignement, mais avec son avènement, aujourd'hui, les parents congolais sont appelés à payer les frais de leurs enfants. Si on est dans une telle situation, alors je suis d'accord avec les propos de l'honorable Kabound. Mais pour quelqu'un qui est venu, qui s'est attaqué d'abord à ce qui doit être considéré comme la source, la priorité des priorités, notre système éducatif. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre développer ces pays, on ne peut pas prétendre n'importe quelle émergence si nous avons une population qui n'est pas formée. Parce qu'une population qui n'est pas formée ne va pas travailler. Qui va faire quoi qui n'a pas appris à faire? D'abord, l'éducation, c'est vraiment la priorité des priorités. Le président de la République est arrivé, gratuité d'enseignement. Ça, c'est de l'incompétence selon l'honorable Kabound? Je ne sais pas. Le président de la République arrive, il redonne aux institutions de l'État toutes les prérogatives qui les sont confiées. Aujourd'hui, avec le travail de l'IGF, les finances publiques ont respiré. Aujourd'hui, avant de mettre un franc de l'État dans sa poche, on réfléchit des fois. On regarde sa famille, on regarde ses enfants, parce que on a conscientisé le dirigeant sur le respect de la chose publique, le respect du bien de l'État. Ça, c'est des compétences selon l'honorable Kabound, je ne sais pas. Le président de la République arrive, il trouve que sur le plan diplomatique, notre pays est mis à l'écart. Carrément isolé. Un pays qui n'est pas fréquentable sur le plan diplomatique. Le président de la République arrive, il s'emploie comme un démon. Aujourd'hui, on voit le chef d'État turc, Erdogan, qui n'est pas n'importe quel président. Il ne se promène pas chez qui veut le recevoir. Qui vient? Ça, c'est de l'incompétence selon l'honorable Kabound. Donc vous comprenez que quand vous parlez de fonds, puisque lui-même, l'honorable Kabound, n'a pas cité un seul point sur lequel il s'appuie pour imputer le président de l'incompétence, je ne sais pas comment réagir. Ce sont des bruits comme ça d'une personne qui n'a plus rien à perdre, comme on dit. Donc, il est dans ce qu'on appelle chez nous Bichikile Tubouye. Donc il parle pour parler, mais au fond, il est frustré tout simplement. Il a traité le président et vous tous de la majorité de jouisseurs. Parce que lorsqu'on regarde votre train de vie, le train de vie des fonctionnaires de la présidence, ceux de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, par rapport aux revenus et ressources du pays, n'a-t-il pas raison de dire que c'est un régime des jouisseurs? Vous savez, la jouissance, c'est lorsque il y a 3 ans, par exemple, quelqu'un n'était pas à même de se construire une maison d'habitation.
Et que, moins de 3 ans après, il se permet quand même de construire un stade. Ça, c'est de la jouissance. Avec comme l'unique source de revenus des émoluments en tant que député national. Ça, c'est être un jouisseur. D'où le moyen de construire. Parce que lorsqu'on est dans construire un stade, on est dans les divertissements. Donc ce n'est pas la priorité, ce n'est pas la maison. Donc on a déjà un château à Kingabo. On a déjà des enfants qui vont en Europe quand ils veulent. Et maintenant, pour concrétiser la jouissance, on construit un stade pour, n'est-ce pas, montrer aux gens que c'est ça. En réalité, quand vous analysez le propos de l'honorable Kaboun, c'est un procès contre lui-même. C'est un procès contre lui-même, puisque tout ce qu'il dit, tout ce qu'il prétend accuser les chefs de l'État, ce sont malheureusement des faits que lui-même a posés, des actes qu'il a posés, des actes qu'il continue à poser. C'est malheureux. Donc, ce sont des propos, comme je le disais tout à l'heure, qui démontrent une frustration, et à mon avis, ne méritent même pas de réponse en tout cas. Il sera candidat. C'est dire que ça sera chaud de votre côté. C'est un challenger de taille. C'est quelqu'un qui connaît la maison, qui connaît vos faiblesses. Et son discours de campagne risque de vous être très préjudiciable. Est-ce pour cela qu'il vous fait peur? C'est la raison pour laquelle vous voulez le brimer, l'opprimer à travers l'appareil judiciaire, l'Assemblée nationale? Bon, moi je ne sais pas à qui l'honorable Kaboun peut-il faire peur ou il peut Au régime, tout simplement. Puisqu'il a quel soubassement politique? Il vient de lancer son parti, l'Alliance pour le changement, que le régime refuse d'agréer parce que peut-être on craint le boom populaire que cela va entraîner. Vous savez, même un leader d'opinion. Voilà, alors là, j'aimerais vous dire quelque chose très sérieusement, cher Arsène. Parce que moi, ça c'est mon analyse, vous savez, la différence que moi j'ai toujours établie entre des leaders politiques au sein de l'UDPS et des leaders politiques en dehors de l'UDPS, c'est qu'au sein de l'UDPS, très souvent et même toujours, on bénéficie d'un ancrage déjà établi. Donc l'UDPS est là, il y a eu une vision du Sphinx, les gens n'ont plus besoin d'un discours, il suffit de porter des couleurs de l'UDPS, vous êtes adopté. Vous avez vu chez nous ici combien de personnes on a fabriqué à l'Assemblée là-bas, des députés. Là, il suffit seulement qu'on vous cite les noms, tel, et vous vous retrouvez député. Pour faire quoi? À un moment, on se pose des questions. Donc, le leadership au sein de l'UDPS n'est pas, au fait, le fait de la personne, mais le leadership au sein de l'UDPS, dont vous bénéficiez d'un ancrage, d'un travail déjà effectué. C'est pourquoi vous verrez que M. Kaboun ne sera pas le Kaboun qu'on connaissait à l'UDPS, puisqu'il a perdu le support qui faisait de lui ce qu'il croyait être. Mais par contre, il faut parler de leaders, des gens qui ont évolué en dehors de l'UDPS, des gens qui ont fait des preuves en dehors de l'UDPS, des opposants comme des Fayoulou. Il montre ce qu'il est en dehors de l'UDPS, mais pour autant, il n'arrive pas à challenger le président de la République. Vous voyez, donc, voilà. Quelqu'un comme Kaboun, qui n'a aucune assise politique, je ne sais pas comment on peut... Il n'est même pas listé parmi les adversaires du chef de l'État. Il n'a pas cette trempe-là. Mais qu'est-ce qui explique alors l'agitation au sein de l'Union sacrée de la nation? Il n'y a pas d'agitation au sein de l'Union sacrée de la nation. Ce qui se passe maintenant, c'est tout simplement la mise au point. Puisque l'opinion publique a le droit de savoir la vérité, a le droit d'avoir la bonne information. Donc on ne peut pas laisser n'importe qui venir mettre dans la tête de l'opinion des choses qui sont vraisemblables. Vous voyez? Et si on répond à Kaboun, je fais allusion à votre expression de tout à l'heure, et c'est vrai. Dans la psychologie,
les gens pourraient être tentés à accorder de l'attention à ce que l'honorable Kabound peut dire, tout simplement puisqu'on l'a vu hier à côté du chef de l'État, on l'a vu hier à la présidence de l'UDPS. Mais aujourd'hui qu'il est animé de mauvaise foi. J'ai vu même un homme de Dieu dire qu'il était animé de démons. Aujourd'hui qu'il est animé par des démons, on ne peut pas laisser comme ça la population être sous l'effet de ces incantations tout à fait dues à la frustration. Cette histoire a été considérée tout simplement par plusieurs analystes comme une polémique politicienne entre un camp et un autre. On peut supposer comme ça. Entre un nouveau opposant et un nouvel opposant. Non, il n'y a pas de camp. Entre un nouvel opposant et le régime en place. Il n'y a pas de... Mais ce qui intrigue certains, c'est le fait de faire entrer les institutions de la République en danse. D'abord, il y a l'Assemblée nationale qui a sorti un communiqué où il y a certaines expressions qui sont loin d'être protocolaires. On peut bien encore comprendre que Jean-Marc Kabound dise ce qu'il a dit, c'est un individu, mais l'Assemblée nationale, c'est une institution, c'est pas la deuxième ou la troisième institution du pays. On a vu un communiqué signé par la rapporteure dans lequel, par exemple, on traite Kabound de pervers narcissiques. C'est des expressions qu'on n'aurait jamais cru entendre dans un communiqué officiel d'une institution comme l'Assemblée nationale. Ça, c'est de un. Des deux jours après, les procureurs près la Cour de cassation est également entré en danse, comme si tout était orchestré pour une sorte de représailles politique à l'encontre de Jean-Marc Kabound, avec un réquisitoire. D'ailleurs, l'Assemblée nationale vient d'autoriser que Kabound soit poursuivi en justice pour offense au chef de l'État, outrage au président de la République, pour atteinte à l'honneur des institutions. Et lorsqu'on regarde les griefs, les expressions que le procureur élève comme griefs dans son réquisitoire, on se demande si ce n'est pas la chasse à l'homme, parce que ces choses sont souvent dites par Fayoulou, vous l'avez cité, par Mouzito, par les autres opposants. Ce n'est pas la première fois qu'on entend, par exemple, que le président est incompétent, qu'il est un patin, il est placebo, il a détourné. C'est ce que disent tous les opposants. Mais pourquoi, quand c'est Kabound, il faut qu'on l'arrête? Alors, vous savez, cher Arsène, je suis content pour cette question. On ne peut pas pérenniser une mauvaise culture. Si effectivement, il y avait dans le temps des personnes qui n'avaient pas le respect de l'institution président de la République. Puisque le président de la République n'est pas un individu comme ça, ce n'est pas un acteur politique au même rang que les autres. Quand vous exercez cette fonction-là, vous êtes élevé au rang d'une institution. Ça veut dire que vous-même, vous représentez tout ce qu'on voit là, les bâtiments de l'Assemblée nationale, le Sénat, tous les bâtiments là, tout ce qu'il y a dedans et tout, tous les respects qu'on donne à tout ça, ça doit être donné à la personne du chef de l'État. C'est une institution. Donc, s'il faut que la leçon sur le respect de l'institution chef de l'État commence avec l'honorable Kabound, moi ça me réjouit. Et aussi, je dois vous dire quelque chose, cher Arsène. Pourquoi on aimerait aujourd'hui que l'honorable Kabound se mette sur la place publique, rappelle les journalistes, pour leur dire qu'il y a des sommes sonnantes qui vont dans des paradis fiscaux et tout ça, et qu'on laisse ça comme ça, parce que c'est l'argent des Congolais. Pour quelle raison on ne peut pas l'appeler? Puisque devant des journalistes et tout, il n'y a personne qui, face à de telles informations, il n'y a personne qui est revêtu du pouvoir d'appeler le chef de l'État, de dire, mais comment vous amenez de l'argent de l'État telle part? Alors, ces informations-là doivent être portées devant des personnes qui peuvent les utiliser utilement. Ça veut dire devant des procureurs de la République, devant des animateurs de notre appareil judiciaire, qui vont apprécier le fait. Peut-être qu'ils vont inviter, qui sait, si en allant là-bas, ça peut amener aujourd'hui... Mais je ne sais pas si vous avez lu le réquisitoire du procureur, parce que ce que vous dites est vrai. On aurait été content si les procureurs auraient voulu savoir, par exemple, comment de telles sommes partent du pays vers les paradis fiscaux. Que Kabound explique aux magistrats, parce que s'il les dit, peut-être qu'il l'a vu ou il a assisté à la scène. Mais on aurait voulu que ça soit ça le fondement oui, de la poursuite.
Mais les infractions qui sont évoquées sont d'ordre générique et on se rend bien compte qu'il y a des gens qui les disent souvent et qui ne sont jamais poursuivis. Vous savez, vous n'avez pas à avoir peur pour l'honorable Kabound. Je n'ai pas peur pour l'honorable Kabound, mais seulement j'émets des craintes par rapport à la pérennisation de l'état des droits. Je vous rassure en tant que juriste, et vous pouvez me faire confiance, que ce n'est pas les réquisitoires du procureur qui va aujourd'hui mettre l'honorable Kabound en prison, par exemple, ou amener à une décision qui peut être contraire à l'état des droits tant prôné par le chef de l'État. Je vous dis que le procureur de la République, les juges qui sera appelé à prendre la décision sur l'honorable Kabound, a le pouvoir de réqualifier les faits. Réqualifier, c'est que le procureur peut considérer comme infraction. Il suffit que l'honorable Kabound arrive à attester qu'il n'a pas insulté le chef de l'État, mais qu'il a par contre apporté des informations sur tel autre fait. Ça peut amener les juges à réqualifier les faits, donc déconsidérer tout ce que vous avez lu dans des réquisitoires. Nous sommes dans un état de droit. Donc pour moi, ils doivent, lui et ses avocats, s'il en a, eh bien, se présenter devant... et c'est important, vous savez, nous devons laisser la République fonctionner comme il se doit. Et non selon les humains. Vous voyez comme là vous dites, tout le monde le fait, tout le monde... Alors, on ne peut ça fait partie du jeu démocratique. Non, ça ne fait pas partie. Oui, le jeu démocratique. Dans des pays, excusez-moi, mais dans des pays à forte expérience démocratique, c'est des choses qu'on n'entend jamais, des infractions telles que outrage au président de la République. Pourtant, nous entendons des choses beaucoup plus graves. Non, on traite par exemple Emmanuel Macron d'idiot, d'imbécile, d'incompétent, de tout cela. On a entendu aux États-Unis lors de la gestion de Donald Trump, on l'a même traité des misogynes, des psychopathes. Il n'a mis personne en prison pour ça. Vous savez, parce que vous parlez de pays qu'on considère comme de grandes démocraties, il y a peu, vous savez que la personne qui avait giflé le président Macron a subi une peine de prison. Là, c'est tout à fait normal, c'est une agression physique, c'est une infraction. Ça peut, c'est la même chose. Puisque ici, la question c'est que est-ce que la personne du chef de l'État a été, n'est-ce pas, heurtée. Ça peut être psychologiquement, ça peut être physiquement. Donc le dommage là, il ne peut pas être seulement physique. Les dommages peuvent être moraux. Aucune réparation. Les dommages peuvent être moraux. Oui, mais la justice, elle est indépendante. Vous savez, vous n'avez pas... Peut-être que le président n'est pas affecté, que c'est des initiatives qui ne lui plaisent pas du tout. Le président peut ne pas être affecté, mais nos lois sont affectées pour autant. Quel avenir vous réservez-vous à tout ça? Entrevoyez-vous par rapport à tout ce feuilleton, le feuilleton Kabound? Moi, j'aimerais que l'on rétablisse le respect de nos textes fondateurs. J'aimerais qu'on se saisisse de pareils cas pour donner l'exemple. Donner l'exemple à la jeunesse, donner l'exemple à la nation tout entière, donner l'exemple à tous ceux qui aspirent à des grandes charges. Vous savez que l'honorable Kabound, pour avoir été premier vice-président de l'Assemblée nationale, il est astreint à un devoir de... Il est astreint à ce qu'on appelle devoir de réserve. Le devoir de réserve. Merci. Donc, il ne pouvait pas se mettre sur la place publique et dire certaines choses. En plus, lui, il ne dit même pas des choses qui ont véritablement existé, mais il invente des choses tout simplement pour nuire la personne du chef de l'État. Et ça, moi, je pense que c'est grave. On termine par la situation à l'est du pays. La RDC est agressée par le Rwanda via le M23, c'est établi. Les faits existent, les preuves également. La RDC défend cette position. Pour la première fois d'ailleurs, il faut déjà féliciter le gouvernement que l'ennemi est aujourd'hui identifié et pointé du doigt, parce que ça fait plusieurs années qu'on ne savait pas avec qui on combattait à l'Est. Maintenant, l'on sait que c'est le Rwanda. Mais seulement sur terrain, la situation ne s'améliore pas. En tout cas, selon les dernières informations à notre possession, les ADF continuent de sévir, par exemple. Le M23 continue d'occuper Bunagana plus d'un mois après. Et que sur le plan diplomatique, on attend toujours les résultats de, entre guillemets, la diplomatie agissante du président que vous, du pouvoir, vous avez tant vanté. Aujourd'hui, quelle issue pour l'Est du pays? Faut-il
déclarer la guerre au Rwanda ou continuer de faire des démarches diplomatiques comme c'est bien le cas actuellement? Merci beaucoup, cher Arsène, pour cette question. Vous savez, la situation de l'Est, effectivement, elle est plus que préoccupante. Et vous savez, je me réjouis que vous ayez soulevé ce fait qu'aujourd'hui, on sait que c'est le Rwanda qui est derrière ce qui se passe à l'Est. Mais encore, il y a encore une question qui reste pendante, c'est que qui est derrière le Rwanda? Puisque vous savez, quand vous prenez tous les paramètres ordinaires, que ce soit la puissance démographique, que ce soit la capacité militaire, que ce soit en termes de potentialité naturelle, le Rwanda ne peut pas, dans une situation normale, se donner le luxe d'agresser un pays aussi grand comme le nôtre. D'où tire le pouvoir, le courage de nous agresser. D'où tire-t-il ce pouvoir-là, le Rwanda? C'est une question qui va aussi très bientôt être répondue de manière claire, comme aujourd'hui on sait que c'est le Rwanda qui est derrière. Et pour ça, vous n'avez qu'à prendre, par exemple, la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi dans une situation comme celle-là, certains pays que vous avez, vous en tant que grand journaliste, eu à voir, peuvent-ils se donner le luxe de voter contre la levée de l'embargo contre la République démocratique du Congo? Un pays agressé, dont les faits sont établis. Il y a des morts là-bas tous les jours. Pourquoi on doit refuser à un tel pays le pouvoir ou la possibilité d'acquérir des armes, des munitions, tout simplement pour protéger son territoire et sa population? Vous voyez que cette question de l'agression à l'est du pays va au-delà de ce que l'on peut aujourd'hui, pour des raisons cosmétiques, nous présenter comme situation. D'où la nécessité de l'approche diplomatique. Parce que vous savez, la guerre, elle est facile, comme on dit, quand on connaît bien son adversaire. Aujourd'hui, on connaît le Rwanda, mais on ne connaît pas encore qui est derrière le Rwanda. Il faut l'identifier ou les identifier. C'est la démarche. Mais vous savez aussi, comme chez nous, on dit toujours à du Mouni Nicolas, donc ce n'est pas l'approche militaire qui effraie le Congo, puisque le Rwanda, vous n'avez qu'à voir le nombre de militaires, la logique la plus élémentaire montre que même s'ils sont armés de quelle manière, ils ne peuvent pas tenir contre la République démocratique du Congo, puisque nous avons, nous, la capacité d'avoir 1 million d'hommes en armes au front contre le Rwanda. Ils ne vont pas tenir. Mais c'est une question qui doit être traitée avec beaucoup de tact, avec beaucoup de patience. Et je pense qu'avec l'engagement que moi je vois au niveau du gouvernement et du président de la République, c'est une question qui ne tardera pas d'être vidée. Ruffin, parce que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, la population de l'Est commence à se lasser du laxisme de la MONUSCO. Des manifestations se tiennent dans la plupart des villes du Nord Kivu et de l'Ituri pour exiger le départ de la MONUSCO. On déplore même des pillages du quartier général de la MONUSCO à Goma. Êtes-vous pour ou contre le départ de la MONUSCO de l'Est du pays et pourquoi? Vous savez, sur cette question, j'aimerais vous dire très franchement que nous devons quand même à un moment donné nous poser de vraies questions et froidement. La mission onusienne à l'est de notre pays est la mission la plus importante des Nations Unies au monde. Donc en termes d'hommes, on ne peut pas comprendre que depuis tous ces temps, que la mission onusienne, depuis MONUC, donc
toutes les formulations qui se sont succédées, que la situation reste comme elle est aujourd'hui. Et la population est en droit de se poser la question de savoir mais le pourquoi de la présence de la MONUSCO à l'est du pays. Puisque tout se passe en sa présence, parfois on a même comme l'impression qu'il y a une certaine complicité qui ne dit pas son nom. Et pour ça, je ne peux pas condamner comme ça de façon hasardeuse ce qui pourrait être l'expression de notre population. C'est vrai que je ne peux pas faire l'apologie de la violence, mais je crois en tout cas du fond de moi que notre population est en droit de se lasser de cette présence quasiment inutile de la population de la MONUSCO à l'est de notre pays. Les raisons sont simples. Pourquoi ils sont là? Puisque la situation ne change pas. Voilà, Rufin Mwepo, président de la génération Ngokas, président national de la génération Alphonse Ngoï Kasonji, membre de la Ligue nationale des jeunes de la CDD, partie de l'Union sacrée de la nation. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Arsène, pour l'invitation. Avec le plaisir de mettre la main sur vous très prochainement. À tout moment. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien de Face à l'actualité. L'équipe technique a été coordonnée par Jean-Pi Kabongo. Merci à vous qui nous avez regardé à travers toutes les plateformes, à travers notre site www.tambourmatin.info, mais également sur YouTube, Facebook, sur Twitter. Le rendez-vous est pris très prochainement. Au revoir.